et bienvenue dans Troll de Dames, l'émission qui vous emmène dans des aventures rôlistiques inoubliables. Aujourd'hui, pour cette nouvelle capsule de MJ Explique-moi, on va parler de suppléments qui sentent bon l'aventure, les portails dimensionnels, les monstres exotiques, les pieux et les balles en argent. Je parle du Codex des mondes et du Tome des mystères, les petits derniers de chez Studio Dead Crow pour Monster of the Week. Alors si vous ne connaissez pas encore le jeu de base, pas de panique, je vous invite à consulter la capsule que nous avons réalisée juste ici. D'emblée, je vous préviens, si votre pile à lire de JDR est déjà haute comme un gratte-ciel et qu'elle menace la sécurité publique, voire même la stabilité de votre couple, eh bien préparez-vous à ajouter un étage de plus à la pile de la discorde. Parce qu'ici, mes amis, on parle d'une infinité de possibilités de chasse aux monstres mémorables, de la promesse de pouvoir jouer dans absolument n'importe lequel des univers de vos séries. Et franchement, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Alors, le Codex des mondes, qu'est-ce qu'il a dans le ventre? Eh bien, avec lui, vous allez multiplier les mondes, les personnages et les possibilités de jeu. C'est une vraie malle au trésor. Je ne vous cache pas mon excitation quand je l'ai potassé. Ça va démarrer avec un petit rappel des outils de sécurité, histoire de garantir à chacun de passer une bonne partie. Si vous ne les connaissez pas encore, ce sera l'occasion de les découvrir. Si vous les connaissez, eh bien, ce sera l'occasion de les revoir. Puis vont venir deux règles optionnelles qui, déjà à elles seules, peuvent complètement modifier le cours de vos parties. Le jeu non létal. Vous voulez passer de l'horreur tendue à un épisode plutôt façon Scooby-Doo où les coups font boing, les monstres sont assommés façon cartoon. Là, on va replonger dans une ambiance de dessin animé idéale pour le futur livret du Club des Mystères. Les mystères expiatoires. Alors là, c'est un twist complet. La clé du mystère, ce n'est pas la faiblesse du monde, mais c'est une faute passée, un crime, une erreur, un péché. Pour gagner, il va vous falloir comprendre ce qui s'est vraiment passé et réparer le tort. Ce sera parfait pour donner plus de profondeur et même une touche morale à vos enquêtes. Alors là, le codex pousse le concept encore plus loin que le livre de base. En effet, les livres d'équipe, ça ne vous donne pas juste un QG ou un véhicule. Non, ça va vous donner un thème fort, un arc narratif, une façon bien à vous d'affronter le surnaturel. Et le mieux, c'est que les livrets permettent aussi de faire progresser l'équipe de façon collégiale. L'idée est assez simple, on reprend le concept d'équipe du livret de règles, mais avec des détails supplémentaires pour bien afficher au reste du monde quel genre de chasseur vous êtes. Et surtout, comment vous comptez survivre aux horreurs qui vous entourent. Et là, vous avez vraiment de tout, du plus classique au plus what the fuck assumé. Les agents en noir. Vous bossez pour le Bureau, une organisation clandestine chargée de cacher l'existence des monstres au grand public. Regardez bien l'objet que je tiens dans ma main. Bref, vous avez la ref. Toujours sur la route, une équipe itinérante, chaque semaine une nouvelle ville, un nouveau mystère et un motel miteux pour faire le point entre deux enquêtes. Un parfum de Supernatural garanti. L'équipe de crise interdimensionnelle. Alors votre monde n'est pas le seul à avoir besoin de chasseurs, et quand d'autres appellent à l'aide, vous sautez à travers des portails et des failles pour leur sauver la mise. Parfait pour explorer en réalité tous les décors du codex dans une seule campagne. Le GSQ, le groupe de surveillance de quartier. À la base, ce sont juste des voisins vigilants qui veillent sur leur rue, mais très vite, ils vont découvrir que les vrais problèmes ne viennent pas des cambrioleurs, mais plutôt des ghouls, des fantômes et des autres créatures qui rôdent la nuit. Un petit côté Desperate Housewife et arabesque avec des démons à la place des maris infidèles. Et ce n'est pas tout, je vais vous mettre l'eau à la bouche. L'élu et l'entourage, les gardiens de la frontière, l'équipe de nuit, le groupe en tournée, les délateurs, les fugitifs de la chasse fantastique, les derniers survivants, la ligue des doubles vies et les mercenaires. De quoi vous éclater, je vous le garantis. Et cerise sur le gâteau, chaque livret d'équipe est accompagné d'un mystère d'introduction, ce qui veut dire que vous pouvez tester la formule immédiatement sans rien préparer. Et ça, franchement, c'est un vrai luxe. On attaque maintenant le plat principal du codex. Et là, accrochez-vous, chaque monde est écrit par un auteur différent. Alors avec un style, des règles particulières, ses propres inspirations. Franchement, à chaque fois, c'est presque comme si on ouvrait un nouveau jeu complet. Alors j'avoue, c'est des fois un peu déroutant, mais c'est surtout hyper excitant.
Pour chacun de ces mondes, vous trouverez des adaptations des livrets de chasseurs afin de coller à l'univers, des méchants qui vont bien, des lieux d'inspiration prêts à l'emploi, des armes, des alliés types, un ou plusieurs scénarios complets et bien sûr des pistes pour lancer vos arcs narratifs. Ici, vos chasseurs héritent d'une maison remplie de secrets occultes. Le but, découvrir tous ces secrets, pièce après pièce, énigme après énigme. On est sur une thématique qui ressemble plus à un livret d'équipe qu'à un décor complet. Mais c'est bourré de potentiel pour de longues intrigues. Et alors, côté inspiration, la série Lock & Key, la demeure Winchester en Californie, et toutes ces histoires où l'on hérite d'une maison lugubre et mystérieuse. Ce cadre vous plonge dans une version surnaturelle du 19e siècle, sombre, brumeuse, où la révolution industrielle se mêle aux intrigues occultes. Inspiré par Penny Dreadful, Entretien avec un vampire, ou encore Van Helsing. Pour s'immerger dans cette ambiance, le siècle gothique propose plusieurs ajouts et adaptations. La première nouveauté, ça va être les livrets, avec des profils retravaillés pour prendre pied dans l'époque, ainsi que des manœuvres, elles aussi revisitées, spécialement adaptées au contexte victorien. Un exemple concret, le charlatan pourrait être un magicien itinérant, un spirit apparemment bidon ou encore un fantôme d'opéra. Il se déplace en roulotte tiré par des chevaux ou en péniche sur des canaux. Il dispose de quelques pouvoirs, mais surtout d'un vaste réseau de contacts. Ensuite, vous allez enrichir le background de votre personnage avec ce que nous appelons ici un sombre passé. Ce sont des éléments narratifs pour rendre vos chasseurs encore plus hantés, marqués par des événements tragiques, occultes ou simplement marquants, et dont les répercussions se font encore sentir aujourd'hui. Par exemple, retour d'entre les morts, vous êtes vivant mais vous avez connu la mort, mi-mort, mi-vivant, avec toutes les conséquences que vous choisirez d'inventer. Vous pourrez aussi choisir frappé par la tragédie, votre vie a été bouleversée par un drame, un décès, un enlèvement ou même un massacre. Ça donne du relief au personnage et ça installe directement une bonne ambiance sombre et bien gothique. Les villes, elles aussi, vont être transformées pour l'occasion. Vous trouverez dans les suppléments un détail sur Londres, Varsovie et Sparte. Ou alors celle que vous choisirez d'inventer vous-même, dans des décors baignés de brouillard, de secrets. Un terrain de jeu idéal pour vos enquêtes gothiques. Alors, niveau intrigue et scénario, grosse nouveauté par rapport au livre de base. Ici, ce ne sera pas forcément un monstre en particulier, mais deux types de forces surnaturelles que vous allez combattre. Les hantises et les méchants gothiques. Alors les hantises, ce sera la menace emblématique de ce cadre. Des lieux saturés d'une influence sombre qui rongent leur environnement et qui corrompent les innocents. Elles sont aussi centrales qu'un monstre et elles possèdent une jauge de ténacité. Il va donc falloir les neutraliser avant de pouvoir exploiter leurs faiblesses. Chaque hantise va abriter plusieurs dangers distincts, parfois opposés, et leur origine remonte toujours à l'ignorance ou à la cruauté humaine. Par exemple, une manufacture d'êtres humains, un cimetière de la peste, enfin, ces idées-là. Au niveau des méchants, là on va s'arrêter un instant parce que j'ai trouvé ça plutôt très intéressant. Dans le siècle gothique, les grands antagonistes ne sont pas seulement des monstres isolés. Ils incarnent une influence, un poids social, politique et culturel qui va ronger la ville et ses habitants. En gros, Dracula n'est pas juste un vampire à abattre. C'est un aristocrate, parasite, maître de réseau, qui corrompt les nobles et les bourgeois pour étendre son emprise. Jekyll et Hyde ne sont pas seulement une expérience qui tourne mal, c'est une critique des élites savantes, prêtes à tout pour repousser les limites de l'humain. Donc petit conseil de mise en place, ne commencez pas votre campagne avec un méchant gothique en pleine lumière. Laissez d'abord vos chasseurs explorer la ville, affronter quelques hantises, tisser des liens solides avec des figurants, et là, bim, quand l'ambiance est posée et la toile relationnelle bien tissée, vous faites entrer le méchant. Son arrivée doit avoir un impact fort, il doit révéler que les problèmes rencontrés jusque-là n'étaient que les symptômes de son influence. Welcome to my home. Enfin, côté équipement, adieu les armes modernes et bienvenue aux pistolets à percussion, fusils à poudre noire et les canépés. Même quelques gadgets steampunk, si le cœur vous en dit, ou pulp. Vous allez trouver de quoi vous amuser. En résumé, le siècle gothique ne se contente pas de changer de décor, il enrichit les mécaniques, l'équipement, les menaces pour plonger joueurs et gardiens dans une intrigue élégante et une horreur implacable. Alors là, on change complètement de registre. On est en pleine renaissance dans un monde fictif où les découvertes et les connaissances sont aussi fascinantes que dangereuses. Attention, ici on parle carrément d'un lore complet. Vous aurez un bestiaire détaillé, un panthéon divin, l'histoire du monde, les grandes villes, des règles spécifiques et même une magie unique. Bref, on a vraiment l'impression de tomber dans un nouveau jeu dans le jeu. Le cadre se déroule à Élos, un pays fictif inspiré de la France, de l'Espagne et de l'Italie du XVIe siècle, ambiance cap et épée saupoudrée de gunpowder fantasy.
Grâce aux alchimistes du rêve, Élos a puisé savoir et magie dans les songes des anciens, une civilisation disparue comparable à une Rome antique, mais imprégnée de magie. Peu après, des créatures hybrides sont apparues, harpies, minotaures, sirènes, chimères, hydres. Toutes rongées par la rage, et c'est là que vos chasseurs vont entrer en scène. Hello. My name is Inigo Montoya. You killed my father. Prepare to die. Comme dans le monde précédent, vous aurez des propositions d'adaptation de chaque livret déjà existant pour bien sûr coller au background du monde, et vous aurez aussi 4 livrets d'équipe propres à ce monde. Les mousquetaires, qui sont loyaux à la reine, les alchimistes du rêve, érudits et inventifs, les loups solitaires, plutôt indépendants, et les condottieri, mercenaires d'élite. Ce sera à vous, à l'aide de votre table, tous ensemble, de définir les détails de chaque livret afin de l'adapter au monde dans lequel vous souhaitez évoluer. Avec Rêver avec les dieux, vos livrets vont gagner une nouvelle manœuvre de base, plonger dans les rêves. Alors, quel est le moyen le plus sûr d'explorer les songes et donc de plonger dans les rêves? Eh bien, pour ça, il vous faudra inhaler la brume sacrée des alchimistes du rêve, ou bien tenter le voyage par un rituel de magie souveraine. Concrètement, quand un chasseur plonge dans les rêves, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, son corps entre en transe, ses yeux se voilent, voire se révulsent, et si on regarde de près, on peut distinguer des éclats de paysages oniriques à l'intérieur de ses pupilles. Mais attention, on peut choisir de plonger dans différentes profondeurs. Plus on va loin, plus l'échec sera dangereux. On risque de ne pas revenir tout à fait soi-même. Alors vous allez me dire, quel est donc le but de cette manœuvre? Eh bien, elle va vous permettre de découvrir des informations, bien sûr, mais aussi de vous confronter au surnaturel sous une forme nouvelle et d'accepter d'y laisser un petit morceau de vous-même. Côté ambiance et esthétique, on va être un petit peu sur les contrées du rêve de Lovecraft, les jeux changelins, avec un petit parfum de KPDP façon 3 mousquetaires ou Monte Cristo, et même une petite touche de magie, comme dans les Lames du Cardinal de Pévet. Vous l'aurez compris, Rêver avec les dieux, c'est le plus gros morceau du codex. Pas moins de 70 pages, rien que pour lui tout seul, et je vous prie de croire que vous n'allez pas vous ennuyer. Encore un univers complet, mais cette fois on plonge dans un médiéval fantastique. Ici, le pouvoir en place a interdit les anciennes coutumes, imposé l'industrialisation et rompu toute alliance avec les forces de la nature. En réaction, la nature elle-même s'est rebellée et le monde est devenu hostile aux humains. Ici, les monstres ne sont pas méchants par défaut, ils luttent contre les colonialistes et défendent leur territoire. Et au cœur de ce conflit nature contre civilisation, vos chasseurs, appelés des spirifiés, tentent d'éviter une guerre totale. Chacun d'entre eux porte une marque bien visible qui représente le signe indéniable de leur lien avec la Terre. Ils sont donc à la fois héros et à la fois parias. Et c'est ce statut ambigu qui fait toute l'ambiance de ce cadre. En termes d'inspiration, vous aurez bien sûr reconnu le sorceleur, et avec la dimension écologique, Princesse Mononoke. Vous retrouverez, comme à chaque fois, des adaptations des livrets, des armes et des manœuvres traditionnelles. À vous l'expert devenu herboriste, dont le regard vitreux et la peau écailleuse par un soir de pleine lune le font se cacher pour traquer les créatures avec son arbalète tueuse de monstres, au carreau en os de dragon. Bref, vous allez vous éclater. Vous trouverez tout un bestiaire, mais aussi un nouveau type de menace, le méchant, avec un grand L et avec un grand M. Car dans les marches des monstres, ce ne sont pas toujours les créatures surnaturelles qui font le plus peur. D'ici quelques minutes, tu vas regretter d'avoir croisé ma route. Ah oui, tu vas regretter. En effet, les humains aussi peuvent être terrifiants. Pas grâce à la magie, mais par leur cruauté, leur compétence ou leur influence. Et là, vous avez plusieurs archétypes disponibles. Ça va vous dire quelque chose. Le fanatique, il fait le mal, mais convaincu d'avoir de bonnes raisons, l'intrigant, toujours en quête d'influence et de pouvoir, le narcissique, obsédé par l'idée de prouver sa supériorité, et le sadique, qui ne cherche qu'à faire souffrir. Ces méchants deviennent vite de véritables antagonistes centraux car ils incarnent la face la plus sombre de l'humanité, celle qui, parfois, est encore plus redoutable que les véritables monstres. Dans la Lance d'Os, vous allez plonger dans une version fantastique de la préhistoire, un monde animiste où tout a une âme, les humains, les animaux, les arbres, les pierres et même le climat. Ici, pas de dieu au-dessus de tout. Chaque événement est la conséquence d'actions passées, bienveillantes ou cruelles, qui influencent directement l'avenir. La communauté va être au cœur de votre campagne. Créée collectivement en début de partie, elle pourra inclure des humains, des animaux alliés, des esprits protecteurs. À mesure que les chasseurs vont protéger cette communauté, ils vont gagner son soutien qui sera matérialisé par une jauge. Et plus cette jauge sera remplie, plus les avantages qu'elle apporte seront puissants.
Attention, la solidarité, ça va dans les deux sens. Donc les chasseurs doivent aussi participer activement à la vie de la communauté et ne pas négliger leurs responsabilités, sous peine de perdre ce soutien. Ici, tous les monstres ne sont pas forcément à tuer. Parfois, il faudra les soigner, les récompenser ou négocier avec eux. Comme toujours, vous aurez de nouveaux personnages, de nouvelles manœuvres, de nouveaux ennemis. Bref, une redécouverte totale. Et voilà, 5 mondes complètement différents, prêts à jouer. Chacun peut devenir une mini-série ou une vraie campagne à part entière. À la fin du Codex des mondes, on finit par un vrai cadeau pour les MJ créateurs. Ce chapitre vous guide pour imaginer un univers solide. Vous aurez nombre de conseils avec les pièges à éviter, quelles questions se poser, comment poser des bases cohérentes. Franchement, c'est tellement bien fichu que même si vous écrivez pour un autre JDR ou pour un roman, ça peut tout à fait vous servir. Passons maintenant à un autre supplément de chez Dead Crow. Pour Monster of the Week, le tome des mystères. Alors, au menu de ce beau bébé, vous aurez de nouvelles manœuvres bizarres, c'est-à-dire quand utiliser la magie ne suffit plus, les chasseurs peuvent repousser les limites de leur corps, déplacer des objets par la pensée ou encore contacter des guides. De quoi donner une saveur inédite à vos scènes surnaturelles. Vous trouverez aussi un passage sur les mystères phénoménaux. Alors ici, ce n'est plus un monstre à traquer, mais une source de bizarrerie qui grandit quelque part, qui menace. Des aliens, un artefact maudit, un portail interdimensionnel qui transforme tout, des zones mortelles, enfin bref. Tout ce que vous pouvez imaginer et que vous avez pu voir dans vos séries préférées. Ici, vous trouverez 4 nouveaux livrets de chasseurs. Le limier, détective façon polar, de Sam Spade à Jessica Jones. Le sorcier, avide de pouvoirs interdits, flirtant dangereusement avec l'abîme, façon Willow dans Buffy. Le para-romantique, pris dans une relation impossible avec une créature surnaturelle, comme dans Vampire Diaries ou La Belle et la Bête. Et enfin, le chercheur, obsédé par l'inexplicable, plus enquêteur que combattant, un peu à la rencontre du troisième type. Vous trouvez aussi des conseils pratiques. Organisez une partie en convention ou à la volée, lancez vos chasseurs en mission avec un mentor ou un parrain, jouez en solo, rédigez un grimoire de magie ou encore adaptez vos scénarios préférés à l'univers de Monster of the Week. Et surtout, bien sûr, les mystères. Le cœur de ce supplément, 29 mystères écrits par différents auteurs. À vous de les glisser tels quels dans vos arcs narratifs ou de les remodeler avec vos joueurs. Vous en aurez pour tous les goûts, mais ici, pas de spoil. Ce serait comme de déballer votre cadeau de Noël à votre place et ce serait vraiment pas très sympa. En résumé, le Codex des mondes et le tome des mystères, c'est du carburant créatif. Pour les MJ en panne d'inspiration ou pour les joueurs en quête de nouvelles expériences. Le Codex est une richesse incroyable, 416 pages, de quoi créer à lui seul des milliers de parties dans tous les univers que vous pouvez imaginer. Le tome des mystères, lui, vous prend par la main une bible de scénarios à jouer tel que ou à retravailler, de quoi tenir plusieurs années de jeu. Et franchement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les propositions, peu importe. Il y a forcément quelque chose à prendre. Pour moi, c'est un incontournable de toute bibliothèque de JDR, un supplément adaptable à n'importe quel jeu. Bref, vous l'aurez compris, moi je suis complètement fan, et j'avoue que maintenant, à chaque série que je regarde, je me projette pour voir dans quel univers je pourrais jouer dans Monster of the Week. Merci encore à Studio Dead Crow, Marielle et Stéphane pour leur confiance dans notre œil de rôliste et leur soutien dans la réalisation de cette capsule et de l'actuel play qui suivra. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces suppléments en description. On se retrouve bientôt dans un autre épisode de MJ Explique-moi et d'ici là, je ne vous le répéterai jamais assez, arrêtez de vous chercher des excuses pour jouer et sortez-vous les dés du cul. Allez, salut!